Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance des Parlons Migration. C'est la dernière séance de l'année et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Marie Daou, qui est en direct à l'heure de Montréal, donc qui nous a fait le plaisir de se lever vraiment tôt pour participer à cette séance. Je vais présenter Anne-Marie. Anne-Marie Daou est professeure associée au département des sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal, est membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, les CRIDAC, et elle est spécialiste des relations internationales et des sociologies politiques. Ces travaux articulent les études critiques sur la sécurité, les études féministes et de genre, et le champ d'études foisonnantes des émotions et des affects. Ses principaux projets de recherche portent sur les liens entre l'amour, la gouvernementalité et la sécurité. Et elle explore désormais depuis plusieurs années le développement d'une économie morale de la confiance et de la suspicion régissant la gestion de la migration familiale. Son travail a été publié dans de nombreuses revues internationales en français et en anglais. Présente dans dans International Political Sociology et Environment and Planning Day. Et elle a coordonné tout récemment un ouvrage dont sera aussi l'occasion de discuter un peu aujourd'hui, qui s'intitule Transnational Marriage and Partner Migration, Constellation of Security, Citizenship and Rights. L'ouvrage est paru en février 2022 chez Rutgers University Press. Et l'ouvrage réunit les contributions des, disons, les plus importants spécialistes internationaux du champ de la migration par le mariage et les résultats d'un travail collaboratif assez impressionnant dont peut-être Anne-Marie nous parlera plus et auquel j'ai eu le plaisir aussi de participer. Avant de rentrer dans le vif de la séance, quelques questions techniques. D'abord, la séance va se dérouler plutôt sous forme de dialogue. Donc, il y aura des questions que je poserai pour essayer de mouvementer un peu plus la présentation. Et pour les personnes qui nous écoutent, désormais, vous savez, il y a une session des questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas tout au long de la présentation à écrire vos questions, soit dans le chat, mais des préférences dans la section Zoom Q&A, afin qu'après, nous puissions poser ces questions à Anne-Marie à la fin. Alors, d'abord, merci Anne-Marie d'être là avec nous, d'avoir accepté cette invitation. Et pour commencer notre échange, je voudrais essayer de poser une première question assez introductive, mais à mon sens fondamentale, qui nous permet de rentrer vraiment dans la vif du sujet d'aujourd'hui. Donc, la migration par mariage pourrait être comprise comme étant le choix privé d'une personne à marier la personne de son choix, même si celle-ci est à l'extérieur du pays. Mais le titre qu'on a choisi pour la rencontre d'aujourd'hui des Parlons Migration suggère un peu l'inverse. Donc, comme quoi, c'est plutôt un choix politique qui concerne directement les États. Et donc, qu'est-ce qui t'amène en fait à dire que la migration par les mariages est une affaire d'État? Et en fait, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Merci beaucoup, Laura. Merci pour la belle invitation à venir vous parler ce matin, cet après-midi pour vous. Donc, avant de commencer à répondre à la question, je voulais juste vérifier si je peux partager mon écran avec vous. Est-ce que, Laura, tu peux me confirmer si ça fonctionne bien? Parfait. OK, super. Donc, la question est excellente. C'est une vaste question. Et en fait, on pourrait se demander pourquoi dans un contexte où il y a tellement de problèmes, changement climatique, guerre, conflit, famine, pauvreté, peu importe,
Je pense pour moi, la vraie question, c'est pourquoi l'État se préoccupe-t-il autant des mariages transnationaux? On s'entend, comme j'ai donné des exemples, mais les États ont peut-être mieux à faire que de s'occuper de cela. Alors pour moi, la curiosité vient du fait, mais pourquoi l'État dépense autant de ressources, d'énergie, entre autres depuis un peu plus depuis une trentaine d'années, mais c'était bien avant aussi, sur la question des mariages qui pourraient être frauduleux, détecter ces mariages, essayer de les décourager, etc. Donc, pour moi, cette préoccupation de l'État, elle dit des choses parce qu'elle s'attaque directement à l'idée de la nation, à cette idée du vivre ensemble, ce qu'on appelle aussi belonging en anglais, et aussi de la citoyenneté. Hein, parce qu'il faut se rappeler qu'historiquement, le mariage, c'est une institution politique et importante à la construction de l'État et de l'appartenance à la nation. Je vous ai mis quelques informations historiques ici, mais quelques exemples qui me viennent en tête. Par exemple, dans le cas du Canada et des États-Unis, entre autres places, imposer la monogamie était super important pour les peuples colonisateurs parce que les peuples autochtones ne pratiquaient pas seulement la monogamie, ils avaient la distribution de la richesse qui ne fonctionnait pas nécessairement sur le modèle le père de famille qui gère le patrimoine. Donc, c'était vraiment établir la monogamie devenu une priorité politique assez rapidement comme politique d'assimilation culturelle, mais aussi pour naturaliser un ordre social, évidemment, entre les peuples. On peut penser aussi, donc il y a Yann Laroche-Tourla qui en a parlé aussi dans son livre La chair de l'Empire. C'est propre, les modèles varient d'une place à l'autre, évidemment, mais on constate que pour les peuples colonisateurs, le mariage était très important, réguler les rapports intimes est important, déterminer qui peut être une concubine, qui peut être une maîtresse, qui peut être une femme. C'est pas juste des questions privées d'ordre sexuel, mais c'est vraiment lié à l'ordre social. On peut penser aussi, peut-être dernier exemple rapide, à l'histoire de l'accès à la citoyenneté pour les femmes par le mariage, surtout avec une personne non citoyenne. Les femmes américaines, par exemple, pendant les années 20, pendant quelques années, perdaient leur propre citoyenneté si elles épousaient un étranger. Et on a eu quelques cas justement de femmes américaines qui se sont trouvées, qui ont divorcé et qui tout d'un coup se trouvaient sans citoyenneté, ne pouvant plus la récupérer par la suite. Donc, avec l'accès à la citoyenneté des femmes, on voit cette préoccupation-là de faire les bons choix. Je vais revenir là-dessus à quelques reprises dans la présentation. Mais ce qui semble se jouer, c'est ce que j'appelle une anxiété de l'État, hein, une espèce de conflit de loyauté entre si les gens ultimement au pied du mur devaient choisir, est-ce qu'ils choisiraient la famille ou ils choisiraient la nation et l'État? Et cet exemple-là, pour moi, des femmes américaines est très parlant de cette anxiété latente là, de l'État qui est toujours un peu en compétition avec la loyauté de ses propres citoyens et citoyennes pour la famille ou pour la nation. Donc là, je vous ai donné quelques exemples historiques. On pourrait penser que, bon, c'est de l'ordre du passé. Maintenant, les choses ont évolué. Et avec le livre que tu as mentionné un peu plus tôt, Laura, donc cet ouvrage dirigé qui vient de paraître en 2022, l'idée, c'était justement de m'associer à différentes collaboratrices pour montrer en fait comment le mariage, mais surtout les mariages transnationaux, continuent de jouer ce rôle politique-là de construction identitaire de l'État, donc qui vont dire des choses sur les relations aussi entre les États, mais aussi sur la communauté citoyenne de ces États-là. Je peux vous donner quelques exemples, par exemple, à partir du livre. Dans le chapitre 5, par exemple, de l'ouvrage, on a la criminologue Grace Tran qui nous parle de fraudeurs vietnamiens, qui étaient citoyens canadiens, qui ont décidé de s'embarquer dans un mariage soi-disant frauduleux avec quelqu'un de leur communauté au Vietnam. Et ce qui est intéressant dans le cas du chapitre de Grace, c'est qu'elle nous montre en fait que ces personnes-là sont engagées dans ces démarches-là à partir d'un sentiment très fort de responsabilité. Dans un des cas, c'est envers son propre père. Donc, on a cet étudiant vietnamien-là qui voit son père dépérir, qui n'a pas les moyens de payer ses frais de santé.
proviennent d'une communauté racisée au Canada, difficulté d'avoir des emplois bien rémunérés, etc. Alors, quand il se fait approcher par un ami de la famille, ben, on lui vend le truc en lui disant tu as une responsabilité envers ton père qui t'a permis d'avoir la citoyenneté canadienne, de faire la même chose envers ta communauté. Et dans un autre cas, ben, on a quelqu'un qui est sans le sou, endetté, donc il y a une citoyenneté très dévalorisée au Canada et qui va se chercher justement une certaine fierté, une certaine reconnaissance qu'il ne trouve pas au Canada en s'embarquant dans une telle démarche. Et au final, le but de son chapitre, c'est pas de dire si ces gens-là ont tort, s'ils ont raison, mais de montrer qu'en fait, l'image souvent très stéréotypée qu'on a, le mariage frauduleux, c'est des mariages, des escroqueries sentimentales, où il n'y a pas de sentiments, c'est purement pécunier. En fait, il nous montre que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que les émotions, en fait, jouent un rôle très important et que c'est très relié aussi au vécu de ces personnes-là dans leur pays où ils évoluent, ici au Canada, par exemple. Un autre chapitre qui est intéressant, vous pouvez voir à l'écran, c'est le chapitre 6 écrit par deux juristes, donc qui sont Carrie et Daniel, et qui nous parlent de toutes les politiques qui ont beaucoup fait jaser, des politiques de séparation familiale aux États-Unis, sous l'administration Trump notamment, et sa politique qui était justement de séparer les parents des enfants à la frontière, de faire des camps et tout ça. Et ça a beaucoup fait jaser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a toute une économie morale qui s'est développée autour de ça, c'est-à-dire c'est scandaleux, on ne peut pas séparer les enfants des parents. Ça semble inhumain. Et les questions que les auteurs se posent, c'est en fait, ça semble inhumain et ça semble pas pouvoir se faire, mais ça se fait. Et ce serait quoi les arguments constitutionnels qu'on pourrait invoquer pour dire que ça ne se fait pas? Moralement, on semble capable de le dire, mais pourquoi constitutionnellement, on n'a pas de réponse? Et ce qui est peut-être un peu choquant dans leur article, c'est de constater en fait que des arguments pour dire que ça ne se fait pas, les bases constitutionnelles sont extrêmement faibles, alors que les arguments moraux semblent aller de soi. Alors, dans le chapitre, ils explorent différentes façons qu'on pourrait contre-argumenter que ça ne se fait pas, mais on remarque qu'au final, si la base émotive et morale est très forte, il semble avoir des lacunes, en tout cas en termes de législation, des bases constitutionnelles pour dire ça ne se fait pas. Alors, je pense que c'est un exemple qui est très parlant parce que c'est des choses qui semblent aller de soi. On ne sépare pas les enfants des parents, mais c'est des questions pertinentes parce que ça fait en sorte que quand on creuse un peu, on constate que ça touche à des questions fondamentales qui touchent au vivre ensemble, à savoir aussi qu'est-ce qu'un État peut faire, qu'est-ce que la citoyenneté, pardon. Et ça ramène encore cette idée-là de lutte pour la loyauté entre l'État et les familles. Et un dernier exemple peut-être tiré du livre dont je pourrais parler brièvement. Dans le chapitre 7, on a excusez-moi, je vais vous le remettre. Bon, désolé, je ne l'ai pas affiché. Oui, là. Donc, ici, dans le chapitre, pas 7, 11, en fait, de l'anthropologue Rachel Salazar-Pareñas, elle nous parle, dans ce chapitre-là, des mariages transnationaux qui impliquent des hôtesses qui viennent des Philippines, mais des hôtesses trans. Alors, ce qui est intéressant avec son chapitre, c'est qu'elle nous dit, on ne pense pas souvent qu'est-ce que ça veut dire un mariage transnational pour une personne trans. Mais de s'attaquer, de s'intéresser précisément à cette population-là, mais vraiment relève justement des enjeux de citoyenneté. Et quand le mariage est possible et impossible, et qu'est-ce qui est reconnu par l'État ou pas? Donc, par exemple, dans le cas du Japon, les mariages entre personnes de même sexe ne sont pas permis, et elle documente entre autres des cas où on a des hôtesses qui, face aux fonctionnaires de l'État, le sexe dans le passeport ne correspond pas au sexe qui est présenté devant la personne. Alors, obtenir la licence de mariage est quelque chose. Et ce qui est intéressant pour elle, c'est qu'elle dénote toutes sortes de stratégies que les partenaires, mais aussi les parents des partenaires font pour permettre à certains couples de vivre ensemble. Il y a un exemple un peu extrême,
mais qui nous démontre un peu l'étendue de ce que ça veut dire, où on a une femme trans qui a marié, en fait, la mère de son conjoint, parce qu'ils ne pouvaient pas se marier ensemble, et la mère du conjoint a divorcé pour faire en sorte d'être en mesure de marier la partenaire de son fils, pour finalement permettre la réunification familiale et qu'ils vivent ensemble dans la même maison, parce qu'autrement, il n'y avait pas moyen d'avoir cette réunification familiale-là. Et donc, en fait, ces différents exemples, ça touche différentes populations, mais je crois que ce que ça nous rappelle, c'est qu'à chaque décision qui est prise, à chaque décision bureaucratique qui est prise dans le cadre d'un regroupement familial, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est l'État qui réaffirme sa présence sur la famille à chaque décision. Et comme je l'ai dit, je pense que ça va avec cette anxiété l'attente de l'État. Et aussi, ça ne concerne pas juste les conjoints ou les conjointes. Hein, ça concerne aussi les citoyens et les citoyennes qui sont impliqués dans ces mariages-là. Et ça crée cette espèce de zone grise de citoyens et de citoyennes, une stratification de la citoyenneté, si vous voulez, où certaines personnes se retrouvent, à cause de cette relation transnationale-là, à avoir une citoyenneté amoindrie et à devoir se soumettre au pouvoir de l'État au même titre que les non-citoyens. Un peu comme si l'État veut leur faire dire, bien, vous avez fait de mauvais choix. Hein. Donc, ça permet qu'on puisse poser plus de questions. Et donc, au final, tous ces exemples-là démontrent ce lien important qui existe, selon moi, lorsqu'on parle de mariages transnationaux, entre la sécurité, l'intime, mais aussi ce que quelqu'un comme Vispak Peterson va appeler la géopolitique de l'intimité. Par rapport à ça, je me dis notamment que cette relation entre sécurité, relations internationales, si on veut, et vie familiale, plus dimension intime, comme on est souvent de manière un peu rapide, comme on pense souvent, je pense que tu as développé un concept assez intéressant pour essayer de relier ces dimensions. Et ces concepts, et notamment le concept des technologies de l'amour, donc qui t'a été très utile pour essayer de creuser un peu plus loin sur et explorer les contrôles qui entourent les couples binationaux, les familles transnationales. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un peu plus qu'est-ce qui t'a amené à développer ces concepts, en quoi ces concepts consistent-ils et qu'est-ce qu'il nous permet en fait de comprendre de cette relation entre sécurité et vie intime? Oui, en fait, donc, ce concept-là de technologie de l'amour, Technologies of Love, dans l'article en anglais qui en a traité le plus en détail, c'est quelque chose qui a émergé, au croisement de plusieurs lectures, plusieurs réflexions. C'est tout d'abord né de mon intérêt pour la sociologie de l'amour. Donc, on peut penser entre autres aux travaux d'Eva Illouz ou des gens comme Niklas Luhmann, mais aussi à partir des travaux d'Éric et de Didier Fassin, et surtout la notion d'économie morale que ce dernier a développé dans plusieurs travaux. Donc, il y avait ça d'un côté. D'un autre côté, il y avait aussi les études féministes et queer qui, évidemment, vont questionner cette idée-là entre le public et le privé, mais qui ont aussi exploré ces idées-là d'amour et de désir comme des enjeux politiques. Alors, les travaux de quelqu'un comme Sarah Ahmed ou de Lauren Berlant, par exemple, me parlaient beaucoup. Et finalement aussi, c'est venu de mon intérêt pour, ayant une formation au départ en études critiques de sécurité, donc cet intérêt-là pour Foucault et la gouvernementalité. Et tout ça s'est un peu rencontré de manière un peu fourre-tout, je dirais, au sein de ce qu'on a appelé le tournant affectif ou émotionnel en sciences humaines et en sciences sociales plus largement, donc y compris l'histoire des émotions. Alors, l'idée, ce n'est pas de vous faire un cours là-dessus aujourd'hui, mais ce qui est intéressant de mentionner, c'est que dans ce tournant-là émotionnel, il y en a beaucoup qui ont tenté de faire une distinction entre ce qu'on appelait l'affect et ce qu'on appelait l'émotion. Plusieurs tentatives, mais une qui a beaucoup été reprise, c'est celle de quelqu'un comme Mariam Massoumi, qui disait en fait une émotion, c'est un contenu subjectif. C'est une espèce d'intensité qui est qualifiée, c'est une intensité qui est maîtrisée et qui est reconnue.
Alors, peut-être en d'autres termes, les technologies de l'amour, bien qu'elles soient liées à la constitution d'un sujet, d'un moi intérieur, qui est subjectif, c'est aussi concerné par le rapport à l'autre, à autrui. Ça peut sembler très abstrait et théorique, mais avec l'amour, je pense que ce qui est assez simple, on a qu'à penser aux réponses qu'on donnerait si on voulait terminer la phrase. Donc, quand on aime quelqu'un, on... Et là, dépendamment à qui vous parlez, on vous donnerait différentes réponses. Est-ce qu'on dit « je t'aime », est-ce qu'on prend soin de quelqu'un, est-ce qu'on l'amène au restaurant, est-ce qu'on lui donne des fleurs, etc. Donc, juste avec cette question-là, ce qu'on se rend compte, c'est que notre compréhension de l'amour est à la fois façonnée par des idées spécifiques qu'on peut avoir sur sa manifestation, et aussi par des croyances imaginaires qui ne sont pas clairement définies. Hein? Par exemple, le fait de dire « je le sais que je suis en amour ». Pourquoi on le sait? Je ne sais pas, je le ressens, mais je le sais. Alors, si on veut retourner un peu à la théorie, donc pour moi, ce que ça m'inspirait, c'était un peu de dire, comme Nietzsche l'a suggéré pour la musique, ça impliquait que l'amour, c'est quelque chose qui doit être appris, mais aussi quelque chose qui doit être appris pour être reconnu, si on est vraiment ouvert à cette reconnaissance-là et attentif à celle-ci. Alors, quelle question on va se poser si on parle de technologie de l'amour? C'est-à-dire qu'on va se poser des questions sur quelles sont les pratiques et les activités auxquelles elles conduisent et lesquelles pratiques, lesquelles activités, lesquels mots, etc., vont conduire à la reconnaissance ou au désaveu de l'amour par soi-même, mais aussi par les autres qui pourraient l'évaluer. Et donc, dans une problématique ou dans un enjeu de contrôle migratoire des couples, on va essayer de poser la question, donc, quelles pratiques sont problématisées et c'est quoi les rapports à soi et aux autres que ça va créer? Évidemment, ces considérations-là ont des implications pour les personnes dans le couple qui est soumis à l'évaluation administrative. Mais aussi, lorsqu'on tombe dans l'analyse des contrôles migratoires, ça a des impacts pour les personnes qui évaluent les relations, qui au final vont tenter d'en évaluer l'authenticité. Et c'est pour ça, pour moi, que le lien se jouait avec la gouvernementalité, c'est-à-dire de savoir comment ça se manifeste dans le cadre du contrôle. De manière concrète, je peux vous donner quelques exemples, c'est-à-dire on pourrait s'attarder au langage et aux mots, c'est-à-dire pour reconnaître qu'une relation est réelle. Un indicateur fréquent, c'est par exemple de dire si le couple ne parle pas la même langue, c'est un indicateur potentiel de fraude. On va aussi beaucoup regarder le contenu des lettres, des courriels qui peuvent être soumis avec une demande. Là, je parle surtout du Canada, mais il y a des variations par pays, mais ici, on va beaucoup soumettre de courriels, etc. On va porter attention aux mots utilisés. Est-ce que les personnes utilisent un surnom affectueux? Est-ce qu'ils disent clairement noir sur blanc « je t'aime ». Donc, on peut s'attarder au langage et aux mots comme technologie de l'amour. On peut aussi s'intéresser à des objets ou des artefacts. Donc, par exemple, pour une demande, vous pouvez inclure des relevés bancaires, des cartes de fête, des lettres manuscrites, porter certains vêtements. Bref, des espèces d'objets et d'artefacts qui vont devenir le symbole de la réalité d'une relation amoureuse engagée. En soi, un relevé bancaire commun, rien peut-être de très romantique, mais on assume qu'un relevé bancaire commun veut dire vous êtes investi dans la relation, vous prenez ce risque financier-là. Donc, l'objet comme tel permet une évaluation qualitative de la relation. Donc, j'ai parlé des langages et des mots, des objets et des artefacts. On peut penser aussi à certaines pratiques. Par exemple, organiser une grande réception de mariage et soumettre des photos de cette réception-là à votre dossier. Je le mentionne comme pratique parce que, par exemple, la UK Border Agency avait spécifiquement identifié le fait de ne pas avoir de grande réception de mariage comme un indicateur potentiel de fraude. Donc, si vous aimez vraiment quelqu'un, vous faites une grosse fête, beaucoup d'invités. Peut-être en temps de COVID, ça change un peu maintenant, mais bref, avant la COVID, c'est ça qui prévalait. Et peut-être dernier dernier exemple, si j'ai le temps, Laura, j'ai le temps? Oui. Donc, j'ai parlé des pratiques, des objets, des mots. On peut penser aussi à quelque chose d'un peu plus flou, par exemple, qui serait l'occupation de l'espace. Donc, comment on occupe l'espace, ça pourrait témoigner de la qualité de la relation.
Par exemple, dans le cas, un cas américain, on peut expulser un immigrant même lorsque le couple a des relations sexuelles et passe de 2 à 4 nuits ensemble, mais s'il ne choisit pas de ne pas partager un appartement, ça pourrait violer ce qu'on appelle l'intention de vivre ensemble que les couples doivent prouver. Alors, avoir des relations sexuelles, c'est une chose, mais pas occuper un même espace pour être un signe. Alors, ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir justement comment on interprète ces différentes choses-là, comment ça varie d'un cas à l'autre. Ce n'est pas la même chose d'un pays à l'autre. Et en fait, une des choses que je constate, là, j'ai beaucoup parlé des personnes qui évaluent les couples, mais ça affecte aussi les couples eux-mêmes. Et ce que je constate, et peut-être que tu as vu la même chose aussi, Laura, dans tes propres travaux très riches, c'est aussi une forme d'autodiscipline ou de gouvernance de soi qui se fait aussi de la part des couples. C'est-à-dire que souvent, les personnes vont adapter leurs pratiques ou faire certaines choses, ou dire certaines choses que peut-être spontanément, elles n'auraient pas fait. Mais elles ont en tête cette espèce de regard omniscient, omnipotent de l'État et se disent, je vais prendre le temps d'écrire je t'aime dans ce courriel-là. Ou en temps normal, je n'aurais pas pris de photo à cet événement-là, mais pour mon dossier, j'ai besoin de soumettre une photo, montrer que ça a lieu et ça va affecter ma demande. Donc, ces attentes sont normalisées, si vous voulez, de la vraie vie amoureuse. Elles proviennent de l'État aussi, mais elles se font aussi très lourdes pour les couples. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu aussi, Laura? Oui, en fait, oui, effectivement, je pense que cette forme comme tu disais aussi, des autodisciplines, d'essayer de répondre et de correspondre aux requêtes de l'État, en fait, pour s'en sortir, pour obtenir un droit, c'est vraiment quelque chose qui en fait, interroge aussi dans les études parce que montre d'une certaine manière cette friction entre catégories administratives et en fait les identités personnelles et virtuelles des personnes, pour le dire un peu à la Goffman, voir leurs pratiques. Et justement, c'est assez intéressant. Et au-delà de cette idée d'adaptation, il y a aussi toute une volonté de réviser cette idée de l'adaptation pour penser aussi au fait qu'en fait, par ces biais-là, les individus acquièrent une certaine conscience à la fois du droit, des pratiques administratives qui correspondent bien à ce qui se passe dans les domaines de la migration familiale, mais plus largement dans les domaines de la migration et dans les domaines de la relation avec les administrations. Et je pense que ça peut aussi être un peu nuancé pour mettre en valeur probablement aussi une forme des agencies, une espèce de forme de résistance cachée, ouais, pour dire à la Scott. Que donc, ça peut aussi nuancer un peu cette idée qu'en fait, du coup, l'État est surplombant et donc les couples ils doivent juste s'y conformer. Mais je pense qu'il y a pas mal de travaux qui essayent de nuancer ça et c'est vraiment un domaine assez intéressant. Et cet espace-là, en fait, cet espace des pratiques des couples vis-à-vis de l'État, mais aussi habité par d'autres acteurs, des acteurs intermédiaires souvent qui aident ces couples à comprendre un peu mieux comment l'État fonctionne, comment dans les pratiques l'État peut fonctionner. Et c'est ce monde des intermédiaires, pour utiliser un terme un peu balise, qui peut faire penser à plusieurs types d'acteurs, a été objet de plusieurs études récemment. Et toi aussi, tu l'as travaillé parce que dans tes derniers travaux, dans tes dernières publications aussi, tu as beaucoup travaillé sur le rôle des avocats en tant que médiateur, quel rôle les avocats jouent auprès de l'État. Donc, pourquoi as-tu choisi d'étudier les avocats et pas une autre catégorie? Et en fait, qu'est-ce que cette dimension-là, regarder les avocats, qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre sur la gouvernementalité, la régulation de la migration par mariage effectuée par l'État? Oui, en fait, la question des intermédiaires est très, très importante. Tu fais bien de le souligner. Si je fais lien avec ce qui a été dit précédemment, je parlais de technologie de l'amour. Donc, j'ai mentionné que ce n'est pas un truc universel. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette qualité-là sociologique, anthropologique, d'aller voir comment ça se manifeste dans certains contextes. Et aussi, au sein d'un même vécu migratoire, un même parcours de couple. Vous le voyez à l'écran, je termine en faisant une référence à un texte très important de Shirley Guttkunst en 2019.
Mais par exemple, un couple germano-marocain, ben, le même couple doit prouver, par exemple, à l'État marocain que sa relation est amoureuse, elle est authentique, elle est véritable, et faire la même chose pour l'État allemand. Mais si on prend juste le statut des relations sexuelles, par exemple, comment c'est interprété dans les deux places ou certaines pratiques, c'est pas la même chose. Donc, des fois, le même couple doit aussi s'adapter à c'est quoi ses attentes de la vraie relation auprès de deux gouvernements totalement différents. Et donc, sachant cela, c'est pour ça aussi que le rôle des intermédiaires peut être intéressant pour aider ces couples-là aussi à naviguer ces attentes et ces systèmes bureaucratiques. Pourquoi personnellement je me suis intéressée aux avocats, surtout dans le cas canadien, en fait, c'est que c'est un peu différent de ce qui se passe en France. Tout au moins de ce que j'en comprends. Alors, ce qui en France a été beaucoup étudié, la politique du guichet, le contact avec les fonctionnaires, n'est pas nécessairement le cas au Canada. Donc, pour résumer très brièvement, lorsque vous souhaitez vous réunir avec un conjoint de conjointe, ce qu'on appelle ici le parrainage conjugal, la réunification familiale impliquant un conjoint et une conjointe, la norme, c'est que vous allez soumettre votre dossier par écrit et vous n'allez seulement être convoqué à une entrevue que si on a des soupçons. Donc, la majorité des dossiers vont se clore sans qu'il y ait une rencontre de face à face, ce qui semble assez différent de ce qui se passe en France. Alors, sachant cela, l'avocat qui n'est pas obligé, on n'est pas obligé d'avoir un avocat pour soumettre notre dossier, mais dans plusieurs cas, beaucoup de personnes vont solliciter cette aide-là, c'est que l'avocat joue un peu ce rôle-là de curateur. C'est-à-dire que puisqu'on évite les entrevues ou qu'on souhaite éviter l'entrevue, il faut que tout ce qui est à l'intérieur du dossier, tout ce qui est soumis, soit convaincant. Alors, ce qui implique que les avocats pour eux, vu que c'est central d'éviter la rencontre, vont devoir consulter le dossier, le papier, beaucoup coacher, si vous voulez, les couples. OK, quelle photo on va inclure, quel document on va inclure. Donc, ce rôle-là de curation m'intéressait parce que c'est un peu ces personnes-là qui projettent c'est quoi qui va générer la confiance versus la méfiance. Et les technologies de l'amour permettaient d'évaluer la valeur émotionnelle des artefacts, des objets ou de ce qui va être mentionné dans le dossier. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est de m'attendre à ce rôle-là un peu quotidien, banal, dans la mesure où ce que je constatais en Europe, c'est qu'on parlait beaucoup des avocats, des avocates qui étaient impliqués beaucoup auprès d'ONG. Les Amoureux au banc public, par exemple, a été fondé par un avocat, si ma mémoire est bonne. Au Royaume-Uni, il y a beaucoup d'avocats, d'avocates qui ont pris position contre des politiques du gouvernement. Et donc, on voyait beaucoup leur dimension politique comme acteurs, comme médiateurs, soit dans leur partenariat avec des ONG ou soit justement dans un autre rôle qui n'était pas celui qui reflétait leur pratique quotidienne. Alors, c'est ça que j'ai voulu faire. Et je pense que ça s'intègre bien aussi avec tes propres travaux sur les médiateurs, Laura, que tu as fait avec les ONG, où les avocats vont aussi évoluer. Absolument. Enfin, je pense que cette dimension se relie bien en fait sur plusieurs plans. Enfin, d'abord, la question moi aussi, j'ai essayé de regarder un peu les rôles des avocats, donc aussi de comment les avocats interprétaient leur travail par rapport justement à tout le champ d'études plutôt de la cause lawyering. Mais aussi, j'ai beaucoup essayé de suivre, de travailler avec des associations. Il y en a des différents types, donc le monde aussi des intermédiaires est très hétérogène. Et notamment avec Manuela Salcedo pour ton ouvrage, on a essayé de proposer un terme un peu peut-être pour provoquer un peu. On a utilisé les termes d'intimacy broker pour certaines associations qui rencontrent ces couples parce qu'il y a vraiment cette dimension des affects qui est un jeu. Donc, du coup, des associations qui font en fait
un travail très similaire à ceux des avocats, mais de manière plus subtile, très enracinée sur les territoires, comment certains mairies vont réagir. Donc, on connaît très bien comment ça fonctionne les territoires et entre-temps, on rentre profondément dans l'intimité des personnes et au contraire, on a essayé de donner un peu cette acception double de l'interaction aussi dans le monde associatif, de voir comment au contraire aussi les membres des associations, ils cherchent d'une certaine manière une certaine reconnaissance. Donc pour cette raison-là, même si en fait toutes les associations qu'on a étudiées travaillent de manière gratuite, il y a cette dimension de la reconnaissance, cette dimension d'être en fait un pilier dans les parcours des couples, et ça, on le retrouve dans plusieurs cas, notamment les cas plus compliqués, les cas qui font suspicion auprès de l'État. Mais justement, il y a peut-être plusieurs profils d'intermédiaires qu'on pourrait interroger, donc du coup aussi les intermédiaires plutôt communautaires ou d'autres profils encore. Mais je pense que aussi les intermédiaires ont changé un peu peut-être leur attitude. Déjà, il y avait énormément d'intermédiaires en ligne, donc le monde online et en ligne s'est développé au fur et à mesure dans les dernières années, les groupes d'entraide entre couples eux-mêmes ou d'autres types de groupes, des forums, des blogs, mais c'est sûr, je pense qu'avec la pandémie, il y a eu une explosion de cet espace en ligne, notamment par exemple parce qu'en France, mais je pense aussi au Québec et au Canada, la plupart des accueils physiques ont fermé. Donc, j'aimerais aussi un peu pour terminer te demander un peu, en fait, qu'est-ce que ces événements récents, la pandémie, mais aussi, par exemple, la guerre en Ukraine, peuvent nous apprendre, en fait, sur l'investissement de l'État dans la migration par mariage. Est-ce qu'il y a eu des changements? Qu'est-ce que nous disent, en fait, ces situations de crise sur ce type de politique? Oui, c'est très intéressant ça. En fait, ce qui concerne la COVID, j'étais un peu déçue, contrairement à la France, en tout cas quand on en parlait ensemble, Laura, c'est qu'on n'a pas vu vraiment de débat de fond concernant la réunification familiale. En fait, ce qu'on a vu, c'est beaucoup de petits reportages, de témoignages sur les couples canado-américains qui étaient séparés parce que là, on avait une fermeture terrestre avec la frontière américaine, ce qui était du jamais vu, qui était impossible. Alors, on a beaucoup parlé de ces couples-là et on n'a pas vraiment parlé des autres couples parce que c'est un peu comme si on s'est un peu habitué. Les couples, les autres, ils attendent 1 an, 2 ans, 2 ans et demi. Ils vont juste attendre un peu plus longtemps, hein? Ça change rien. Donc, on n'a pas vu vraiment de remise en cause de ce modèle-là. Et peut-être que ça l'a révélé, en fait, c'était le choc, je dirais le choc des privilégiés, tout d'un coup, d'avoir affaire à la fermeture de l'État. De dire, c'est des gens qui sont habitués, ils peuvent passer la frontière, c'est fluide, ça va bien. Et là, tout d'un coup, leur mobilité est remise en cause. Donc, cette remise en cause de la mobilité des privilégiés, si vous voulez, c'est surtout ça qui a été mis en lumière, alors qu'elle est vécue au quotidien par plusieurs personnes sans que personne ne s'en soucie tant que ça, en fait. Mais ma compréhension, Laura, c'est qu'en France, il y a eu beaucoup plus de débats, hein, avec la COVID? Je dirais que oui. Je pense que la dimension sur l'analyse, on peut arriver sur plus ou moins aux mêmes conclusions. En fait, il y a eu sûrement le choc des couples privilégiés, et ça, c'est sûr, parce qu'il y avait des couples qui existaient et l'État ne connaissait même pas leur existence, parce qu'en fait, voyager avec des visas touristiques. Et donc, ces visas touristiques étaient délivrés parce que les personnes remplissaient toutes les conditions et ne soulevaient aucune suspicion des risques migratoires, comme on va lire pour d'autres couples. Alors que pour d'autres couples, c'était très complexe. Et même les solutions proposées par l'État, un laissez-passer temporaire ou des formes de mobilité, d'abord, on discriminait en fait les Français par rapport à d'autres personnes résidant sur les territoires parce qu'en fait, était seulement possible pour les Français, citoyens français, et remplir les conditions
pour un laissez-passer en période de pandémie était très difficile parce qu'il y avait des critères très liés à ce qu'en fait, et déjà la suspicion vis-à-vis du mariage. Donc, le couple doit prouver qu'il s'est rencontré avant la pandémie, il doit déjà avoir pu se rencontrer en France. C'est qu'en fait, on sait très bien, au vu de la politique des visas, qui est quelque chose de très difficile pour certains couples, et notamment les couples en provenance de certains pays qui sont fermés, qui ont besoin de visas. Et voilà, donc il y a eu pas mal de débats, et en fait, il y a eu énormément d'actions qui ont été faites aussi en justice pour essayer, là, pour le cas des couples binationaux, mais aussi pour le regroupement familial qui a été bloqué pour plusieurs mois, même pour les personnes qui étaient déjà à la fin de leur procédure et donc qui attendaient juste le visa pour pouvoir se retrouver en France. Donc ça, c'est une des questions. Et tu as encore peut-être des idées par rapport à la question de la guerre en Ukraine? Est-ce que ça change un peu le paysage Oui, en fait, pour l'Ukraine, une chose que je me serais peut-être attendue à voir, mais que je n'ai pas vue, donc j'étais très déçue finalement, c'est qu'il faut savoir qu'au Canada, on a la deuxième plus grosse diaspora ukrainienne après la Russie. Donc, une diaspora très importante. Et une des choses à laquelle on aurait pu s'attendre, c'est un élargissement de la considération de réunification familiale. Donc, qui peut compter comme membre de la famille avec qui on pourrait se réunir pour venir au Canada? Parce que, évidemment, c'est la famille immédiate ici qui est considérée, mais on aurait pu imaginer un élargissement pour des oncles, des tantes, peu importe, pour vraiment montrer un appui. Et en fait, on n'a pas vu cette remise en cause-là, même de la catégorie regroupement familial, qui fait partie de la famille. Je pense qu'on pourrait débattre beaucoup de ça. Alors, on a un peu fait un tour de passe-passe administratif, en fait. On a créé le programme canadien Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine. Et ce programme-là, en fait, qui lève de nombreuses exigences typiques des demandes de visa canadiens. Je vous en résume les grandes lignes rapidement, mais bon, les personnes demandeuses ne sont pas tenues de détenir un passeport valide et les membres de la famille immédiate des réfugiés ukrainiens de toute nationalité peuvent également demander la résidence temporaire au Canada par le biais de ce programme-là. Ottawa renonce aussi à tous les frais qui sont habituellement associés à ces demandes d'immigration-là. Mais demande quand même les données biométriques. Alors, quand je dis un tour de passe-passe, c'était en fait qu'en créant un programme spécial, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de ne pas changer les grandes catégories de réunification familiale. Ça permet de ne pas changer aussi certaines exigences et demandes en lien avec le programme de demande d'asile et de réfugiés. Et en fait, pour justifier ce programme spécial-là, parce qu'évidemment, ça a été critiqué, pourquoi on n'a pas fait la même chose avec l'Afghanistan, par exemple, le ministre des Migrations, Sean Fraser, a déclaré, je le cite, aux Ukrainiens qui défendent les valeurs qui nous sont chères, nous sommes à vos côtés, non seulement dans nos paroles, mais aussi dans nos actions. Le Canada offrira un refuge sûr à vos familles pendant que vous vous battez sur les lignes de front d'une guerre pour défendre votre liberté au profit du monde entier. Donc, je pense qu'il y aurait beaucoup à déconstruire de cela, mais encore une fois, on se rend compte que ces enjeux-là d'altérité, de belonging, de vivre ensemble, qui on veut accepter sans trop de conditions, qui on veut des conditions, c'est des choses qui reviennent, qui sont d'actualité. Donc, on n'a pas assisté à cette remise en cause de qui fait partie de la famille, qu'on pourrait sponsoriser, si vous voulez. Mais par contre, une idée que je trouverais intéressante d'explorer, ce serait peut-être de voir ce possible retour du mariage comme une institution politique potentiellement subversive. Potentiellement subversive et mariage, c'est rare que ça va ensemble. Mais en fait, ce qui me venait en tête, c'était des précédents, donc des gens comme Irène Messinger, qui a parlé des mariages avec des personnes juives allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, donc des gens qui faisaient des mariages politiques pour aider ces gens-là. D'autres qui ont étudié aussi pendant le communisme des mariages qui se sont faits pour faire venir des gens de l'Est. Donc, une espèce de réutilisation,
réappropriation politique du mariage. Je me demande si ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait peut-être voir dans le conflit ukrainien et entre autres à l'aide de ces médiateurs dont tu parlais, Laura, donc les plateformes en ligne, par exemple, qui permettent de créer des communautés virtuelles d'échange, de partage et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir justement pour aider différentes personnes? Je pense qu'il est trop tôt pour le dire, mais ça pourrait être une piste à explorer, en tout cas, de voir si c'est quelque chose qui pourrait émerger, puisque les catégories de qui fait partie de la famille ne semblent pas prêtes de s'ouvrir, en tout cas. Ben, merci. En fait, oui, je trouve cet exemple-là m'est fait écho à un focus group que j'avais fait à Bruxelles où justement il y avait toute la discussion et le débat autour la conception du mariage blanc. Et donc, une personne d'une association s'était levée, elle disait en fait, même faire des mariages blancs peut être politique. Et on l'avait fait, ça a été fait lors des grands mouvements migratoires des refuges depuis l'Amérique latine. Elle faisait cet exemple-là. Elle disait, mais moi, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait importante et licite. Donc, je pense qu'il y a des réflexions à faire dans ces sens parce qu'en fait, ça peut être juste aussi très lié aussi aux questions d'aide aux personnes mères. Enfin, c'est des formes, disons, des contournements et des résistances vraiment fortes à des politiques peut-être migratoires qui sont très dures et qui s'endurcissent de plus en plus. Et merci beaucoup pour votre écoute et pour les commentaires. Il y a beaucoup de merci dans le chat. Merci, à bientôt. Merci pour les participants.